Radio Soutran, la station Grappin, sans foi, sans loi et sans couvret. L'émission Haraka qui va se consacrer pour sa deuxième partie artistique à une artiste polonaise merveilleuse, fantastique, puissante, dont on a visité une exposition au musée Bourdelle. Au musée Bourdelle. Alors, ce qui nous a permis aussi de revoir les sculptures de Bourdelle, je veux dire, il y a vraiment des morceaux qui sont absolument extraordinaires, bien que je ne sois pas pour la monumentalité sculpturale, mais alors là, c'est quand même quelque chose. Ouais. Et puis, il y a aussi ce petit jardin avec des sculptures, etc., etc. Puis au fond, un ancien atelier qui est maintenant occupé par le personnel du musée. Mais enfin, c'est un ensemble assez extraordinaire en plein Paris. Enfin, ce musée, c'est un bijou qui est resté dans son jus. Il y a tous les ateliers que Bourdelle occupait, ou même d'autres sculpteurs. À un moment, il y avait Eugène Carrière qui avait aussi un atelier là. Tout est resté dans son jus. Enfin, c'est vraiment, c'est une découverte dans Paris. Là, c'est rue Antoine Bourdelle, c'est au métro Montparnasse. C'est vraiment à découvrir. Et alors là, en plus, on a eu ce bonheur de découvrir une artiste assez exceptionnelle. Ah oui, complètement. Donc, effectivement, après la découverte enthousiasmante d'artistes polonais de la collection Marek Roffler au musée de Montmartre, nous poursuivons avec la révélation d'une grande artiste polonaise, Magdalena Abakanowicz, pour sa première grande exposition depuis 43 ans au musée Bourdelle. Donc je remercie Anna Sinoracka, ma voisine peintre, de m'avoir parlé de cette exposition, car nous serions probablement passés à côté, on n'avait pas vu d'affiche particulièrement. Et donc c'est une artiste majeure de la scène artistique polonaise qui a produit des œuvres textiles, des sculptures, des œuvres sur papier, des œuvres magistrales touchant des problématiques encore très contemporaines sur l'humanisme, la nature, les femmes. La trame de l'existence, donc c'est le sous-titre de cette exposition, associe deux termes employés par l'artiste pour définir son œuvre. Elle envisageait le tissu comme l'organisme élémentaire du corps humain, marqué par les aléas de son destin. Donc on arrive dans ces salles d'exposition et nous sommes séduits, en fait, dès la première salle qui présente un aperçu de l'ampleur de sa production. On va voir quelques pièces textiles des débuts, des sculptures de petits formats, souvent anatomiques, des dessins et des projets pour l'espace public. Alors l'exposition ne fait pas mention du contexte politique dans lequel elle crée, ni de ses implications dans sa vie personnelle. Donc moi je vais en parler un petit peu parce qu'on ne peut pas lier sa production artistique, on ne peut pas faire abstraction de sa production, enfin de sa vie personnelle et du contexte dans lequel elle a travaillé en Pologne. C'est vraiment intimement lié, quoi. Donc elle est née en 1930 près de Varsovie dans une famille d'aristocrates et de propriétaires terriens. Et à 18 ans, elle s'inscrit à l'école secondaire d'art plastique de Gdynia et elle étudie le tissage à l'école supérieure d'État des beaux-arts de Gdansk. Puis à 20 ans, la peinture et le textile à l'Académie des beaux-arts de Varsovie. Donc elle faisait partie des ennemis de classe. Elle est entrée dans l'école en faisant absolument silence sur son identité. Et le jury l'a vite dégoûtée de la formation. Il disait qu'elle n'était pas talentueuse. On était dans la pesanteur du réalisme socialiste et toutes les formes perçues comme de l'art bourgeois, notamment tout ce qui était non figuratif, étaient frappées d'interdit. Il ne restait presque plus de galeries privées, tout était sous la férule de la collectivisation et la première exposition à laquelle Magdalena participe en 1960 ouvre et ferme aussitôt, jugée interdite pour formalisme. Mais son travail va être remarqué par Maria Laskiewicz, qui est une ancienne élève d'Antoine Bourdelle, qui a un atelier de tisserand et qui l'invite à y participer. Donc elle va commencer à tisser. Et à ce moment-là, l'art du textile est récupéré par le régime comme une forme de nationalisme. Donc on considère qu'il relève d'un artisanat traditionnel plutôt que de l'art bourgeois. Cela va donc lui donner une légitimité. Donc Magdalena Abakanowicz en fait, elle, un espace de liberté. Elle va s'approprier cet art du tissage. Et donc la dimension historique et politique de son pays était absolument fondamentale. Il faut avoir à l'esprit l'histoire de la Pologne et sa propre histoire à elle. Elle vit dans un pays qui est envahi, dépecé, fragmenté, avec des déplacements de population, un régime communiste, un féodé à la Russie, stalinienne, tout ce que cela suppose de carcan. Pendant la guerre, elle perd tout, sa maison est envahie, les soldats allemands tirent sur sa mère qui perd un bras,
elle perd ses repères familiaux et sociaux, tout est fracturé. Il y a une très grande violence et son travail est un mode de survie. Elle est autorisée à vivre, mais seulement dans 18 mètres carrés. Elle est en couple et donc c'est la norme. Voilà, 18 mètres carrés pour deux personnes. Et c'est dans cet espace tout petit qu'elle va réussir à construire ses œuvres monumentales. En 1962, grâce à Maria Lakiewicz, elle parvient à représenter la Pologne à la première biennale internationale de la tapisserie qui est organisée à Lausanne en 1962. Donc le cahier des charges impose des dimensions de 9 mètres carrés minimum, de 14 mètres carrés maximum pour exposer. Et c'est là que vont naître ce qu'on va appeler ces abakans. Ces abakans, ça va être donc ces créations textiles inimaginables qu'on verra donc nous suspendus. Et une des pièces qu'on va trouver, c'est l'abakan rouge, qui est une pièce phare de cette biennale internationale. Et donc les abakans deviennent donc sa marque de fabrique. Et ce mot sert à désigner donc ces œuvres, parce qu'on ne comprend pas trop à quoi elles correspondent. Elles n'entrent en fait dans aucun cadre. C'est plus de la tapisserie, c'est de la sculpture, mais sans les matériaux propres à la sculpture. Et la forme des abakans naît à la fois d'une confrontation et d'une rêverie, réparatrice et protectrice. Voilà. Donc ce mot est employé par deux journalistes polonaises qui se disputent donc la paternité. C'est un morceau de son patronyme, Abakanowicz donne Abakan, et elle dit elle-même que c'est une partie d'elle. Donc elle entretient avec son travail une sorte de lien filial, comme en émaner le titre La troisième sœur. C'est une tapisserie qu'on voit dès l'arrivée en fait dans cette première salle. Et donc ce mot abakan apparaît pour la première fois en 1964 et elle va l'utiliser en 1969. Donc il va désigner ces sculptures hors sol suspendues et elle s'en empare pour la suite et ça devient donc sa signature. Donc elle va tout penser en format monumental. Elle travaille avec deux assistantes dont une l'a accompagnée toute sa vie. Et c'est l'artiste, donc elle conçoit donc dans un atelier minuscule et elle ne voyait jamais le résultat avant qu'il ne soit installé. Elle travaillait aussi avec des matériaux de récupération. Donc elle pensait tout dans un espace restreint, elle tissait, elle cousait, elle teignait, elle assemblait. Et donc on voit même à la fin de l'exposition dans une petite vitrine, c'est très touchant, les petites casseroles dans lesquelles elle pouvait teindre ses laines, ses matériaux. Et donc comment aussi elle apprenait, on va voir après qu'elle travaille avec de la toile de jute, des résines, enfin comment elle pouvait travailler tout ça avec des objets vraiment à taille petite, quoi. Et on voit que cette petite marmite. Et donc ces abakans ne prennent forme que dans l'espace donc d'une galerie, et c'est quand on les a installés qu'on est frappé par leur forme, leur complexité. On voit que ce sont des toiles qui sont lourdes, qui sont volumineuses. Donc il y a elles sont composées souvent il y a du sisal, il y a du sisal qui est une matière qui est de la corde. Il y a des résines, il y a du lin, enfin. Et d'ailleurs ce qu'on voit aussi à la fin de l'exposition à côté de son matériel, c'est justement tous les matériaux qu'elle a utilisés. Là il y a une petite, c'est pédagogique pour les enfants, mais c'est intéressant de pouvoir toucher le lin et le crin de cheval qui sont très rigides. D'ailleurs cette première tapisserie qu'on voit, on voit ce crin de cheval qui est un petit peu partout. On voit donc le lin, le chanvre, le sisal, la toile de jute. Enfin, on voit tous ces différents matériaux. Et donc ça c'est la première partie de son travail qu'on va découvrir. Après on verra qu'à partir de 1973, elle va plus s'intéresser à la représentation des corps et donc on va avoir d'autres travaux, quoi. Oui. Et elle, le corps ou d'animaux, d'humains ou d'animaux ou de choses comme ça, c'est pas simplement de corps. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle a fait sortir la tapisserie de la tapisserie traditionnelle avec des cartons. C'est-à-dire que en plus, c'était souvent des hommes. Elle s'en est emparée et donc elle a commencé à faire ces volumes. Donc déjà avec des crins qui dépassaient, puis après avec ces formes monumentales, quoi. Et d'ailleurs, j'étais devant une de ces abakans. C'est abakan ? Oui, abakan. Et je me disais, tiens, on dirait une vulve féminine. Et ben effectivement, il y avait ces énormes abakans rouges, enfin un rouge, enfin c'est un ocre rouge, quoi, quelque chose comme ça. Il y a évidemment, c'est une vulve géante, mais c'est travaillé d'une manière... c'est vraiment, c'est du domaine du fantastique, quoi. Il y a quelque chose qui se passe dans la monumentalité déjà, et dans l'intention qu'il y a dans cette monumentalité.
Alors elle parle aussi de bouclier, c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'on peut y voir des choses différentes, Oui, bien quoi. sûr. Comme dans ces sculptures sans tête, c'est pareil, on y voit particulièrement, tu sais, ces 5 bas-reliefs là qu'il y avait. Voilà. Moi, je suis resté devant 5 bas-reliefs qui faisaient peut-être 2 mètres de haut sur 80 de large ou quelque chose comme ça, peut-être même plus de 2 mètres, et qui représentaient des jambes, le bas du corps avec des jambes, et j'y ai, au bout d'un certain temps, je suis resté quand même peut-être un quart d'heure, une demi-heure devant ces bas-reliefs. J'y voyais plein un grouillement de têtes, de membres, de choses comme ça, quoi. C'était extraordinaire. Bah, effectivement, on peut y voir aussi tous ces corps en décomposition, Tout à fait. tout ce qui, toute la Shoah, enfin tous les morts. On peut y voir elle dans sa propre existence. Donc, on peut vraiment chacun interpréter. Mais en fait, il y a eu un choc vraiment émotionnel devant ces bas-reliefs, je Tout à trouve. fait. Alors moi, je peux lire quelques passages, sa façon, qu'elle parle un petit peu de son travail. Alors voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Je ne m'intéresse pas au tissage, donc à l'art textile, sous ses formes traditionnelles, ni à son usage professionnel, ni à ses significations restreintes. Je ne m'intéresse aux techniques de tissage que dans la mesure où elles servent mon processus créatif. J'ai découvert un matériau et une technique que je peux utiliser pour donner forme aux choses et concrétiser mes idées. Je trouve que chaque matériau a ses possibilités d'expression qu'il faut connaître et bien connaître avant qu'on le déforme. C'est l'imagination humaine qui apporte à chaque matériau de nouvelles possibilités. Nous sommes un peu comme des chamans. Nous intégrons notre énergie dans les objets que nous créons et ça dépend du contact que l'on a avec le matériau. » Ça, je suis absolument d'accord avec cette écriture. Voilà. Et elle dit aussi « Il devenait clair pour moi que je pouvais construire une réalité tridimensionnelle, douce, pleine de secrets, me protégeant, étant un bouclier et en même temps partie intégrante de moi-même. » Donc ça, c'est sur ces abacans, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait une jeune femme qui gardait cet espace muséal, et ça m'intrigue toujours. C'est souvent des jeunes gens, enfin ça dépend des musées aussi, mais à Bourdelle, c'est souvent des jeunes gens qui sont là, ce sont des gens intérimaires ou quelques qualifications comme ça. Et je lui pose la question, c'est parce que je suis vraiment très curieux de savoir que ces gens qui peuvent rester 5 heures assis sur une chaise environnés d'œuvres telles que celles qui étaient exposées, qui ne sont pas des œuvres très joyeuses, on peut dire que même, sans se prendre vraiment la tête, etc. Et j'ai découvert une jeune femme, d'abord qui était auteur, qui écrivait, c'était une autrice, et qui avait un regard sur le travail de cet artiste qui était absolument en phase avec ce que, par exemple, Dominique Piquet-Cou pouvait ressentir ou que je pouvais ressentir. Voilà. Et qui m'a donné, si vous voulez, comment dirais-je, qui m'a éclairé sur des choses que je n'avais pas encore remarquées, mais elle est là 5 heures par jour, donc voilà, et je me demandais comment elle pouvait supporter ça, et ça se passait très bien pour elle. Elle m'a dit que c'était pas le cas pour tous ses collègues, mais qu'elle baignait dans un espace vraiment qui était compatible avec sa sensibilité, voilà. Et j'étais vraiment content d'avoir eu le courage de cette conversation, parce que je suis un petit peu, comment dirais-je, misanthrope, même beaucoup, comme me le dit ma camarade de combat, et donc très heureux ma camarade de combat était regardée qui c'était, cette jeune femme. Ouais, moi je pense qu'elle est aussi actrice, mais bon, ça après, on n'a pas Elle forcément semblerait besoin. qu'elle soit aussi actrice. Ouais. Voilà, et donc, comment elle s'appelle déjà ? Elle s'appelle Fanny Jouffroy.
C'était Eva Zavaro qui interprétait une musique polonaise. Alors après, donc pour terminer un petit peu sur ce qui a été sa vie, donc on voit qu'à partir de 1973, on va revenir dessus, elle travaille sur le corps humain, et après en fait elle va être sélectionnée pour le pavillon polonais à la 39e Biennale de Venise. Elle va avoir une exposition au musée d'art moderne donc en 82, et depuis donc elle n'a pas été exposée à Paris. Ensuite elle aura des commandes pour les États-Unis et l'Italie, et donc elle participe aussi au concours pour le réaménagement de l'axe de la Défense à Nanterre. C'est un travail d'architecture et c'est là-dessus qu'on démarre l'exposition. En fait, dans cette première salle, on voit justement, il y a une vitrine où il y a des arbres sculptés. Là, c'est en céramique, hein, j'ai l'impression. C'est absolument magnifique. Et une grande gouache. Moi, j'avais presque l'impression que c'est du tissage. C'est comme un arbre, c'est un arbre vert entrelacé de gouache noire. Et on a l'impression que ce sont des fils, en fait. Et j'ai trouvé cette œuvre absolument sublime, quoi. Donc, c'était vraiment une bonne entrée en matière. Et donc, à partir de 1990, elle a une consécration sur la scène artistique internationale et elle a eu des commandes un peu partout et elle est décédée le 20 avril 2017 à Varsovie. Elle n'a jamais quitté la Pologne. Elle a eu, même quand il y avait la Pologne communiste, en fait, elle réussissait à avoir du coup des visas pour aller aux expositions et elle revenait dans son pays. Donc on peut parler, donc cette exposition est partagée en plusieurs sections. Donc il y a donc ces sections qu'on a vues là sur ces abacans, vraiment il faut les voir. En fait, il y a pas de mots pour traduire ce travail gigantesque et monumental. Après il y a des sections sur ces corps, donc que ce soit ces dos d'hommes vus de dos. Enfin nous on les voit de dos, on peut aller les voir de face, mais ils sont creusés. En fait, elle a sculpté elle a dû faire un moule avec un homme et après elle a gardé vraiment le dos et ils sont plusieurs là côte à côte et en fait là bah oui on peut y voir la condition humaine forcément complètement assujettie quoi. Bien sûr. Oui et surtout et en plus pas surtout mais en plus ils sont sans tête. Voilà. Aussi bien les êtres humains que les animaux parce qu'il y a aussi je pense que ce sont elle appelle ça des mutants. Elle dit que ce sont des mutants. Et j'ai trouvé si vous voulez le fait qu'elle n'ait pas planté des têtes sur toutes ces œuvres, ça leur donne un caractère encore plus étrange, mais pas étrange. Je veux dire, c'est plus des êtres humains, c'est plus des animaux, c'est une nouvelle race, c'est des mutants. Et comme tu dis, voilà, des mutants. Et ça vraiment, c'est plus qu'un coup de tatane dans l'estomac. C'est vraiment, ça casse tous les codes, voilà. Et en même temps, en cassant tous les codes, il y a dans la tête, ça fait de l'air, quoi, dans la tête. On a toutes ces idées reçues sur la sculpture, ces espèces de rabâchage éternel
sur Rodin, sur machin, sur chose. Là, on fait table rase du passé et on regarde devant. Mais c'est vrai qu'on avait envie de voir quelque chose qui nous surprenne. Et Ah là, bah là, on pouvait pas tomber mieux. Je pense que c'est l'exposition absolument qu'il fallait visiter, quoi. Oui, oui. Et donc c'est pareil, il y a tous ces corps de dos. Et en fait, il y a aussi ces corps dansants où là, il y a plus de légèreté. Il y a toujours pas de tête, mais ce sont donc des corps entiers qui sont avec un mouvement de danse. Et à chaque fois, donc elle travaille ça, elle le fait à base de toile de jute et de résine et de colle. Et en fait, ils sont aussi, chacun est différent parce qu'en fait, la façon dont elle travaille ces toiles de jute, en fait, elle les fait pas à l'identique. Et donc, ce sont des individus malgré tout. Bien sûr. Oui, oui, non. Elle a fait aussi une série de petites têtes, on pourrait dire des têtes de Givaro, quoi, des réductions, mais plein de rides, de fissures, etc., qui sont aussi... Alors, c'est comme si elle avait enlevé les têtes, elle avait des autres sculptures pour les réunir ensemble. Voilà, elle a fait couper cabèche. Mais c'est aussi, ça m'a fait penser curieusement à un artiste plasticien qu'on aimait beaucoup aussi, qui faisait des tout petits, tu sais, les résistants. Ah, Fautrier. Fautrier, ça m'a fait penser à Fautrier avec sa série sur les résistants. Ouais. Non, il s'appelle, ça s'appelle Tête anonyme en fait. Voilà, série de portraits anonymes. Ouais. Et ça a été fait entre 74 et 84. Mais c'est en fait, c'est cette entrée, c'est pour ça, on est séduit. D'un côté, on a ces têtes anonymes, d'autre côté, on a ces gouaches, donc ce travail sur l'arbre pour le projet de la défense, et donc cette grande tapisserie avec ce crâne de cheval. Donc là, on se dit, c'est génial, quoi. On continue. Et après, elle a aussi travaillé donc sur de l'embryologie. Il y a une petite salle où il y a en fait, comme des cellules en volume, voilà, qui sont elles aussi toutes différentes. Et il y a 2 petits films à voir dans l'exposition. Un premier film au début de l'exposition qui montre sa maison, donc c'est sa maison aujourd'hui, c'est plus 18 mètres carrés bien sûr, avec ses œuvres un peu partout. Et un autre petit film vers la fin de l'exposition où on la voit travailler. Et donc cette dernière salle aussi qu'on a vraiment beaucoup aimée, qui s'appelle Jeux de guerre. Donc si tu veux expliquer un petit peu là, cet assemblage de matériaux, ce bois là et ce métal. Ah oui, c'est un arbre. Enfin vers le bas de l'arbre, mais c'est pas les racines, c'est plusieurs arbres qui sont assemblés, enfin, et qui sont emboîtés dans une forme en métal, et l'ensemble donne l'impression de regarder un obus avec où il y a, comment on appelle ça maintenant, un missile avec ces arbres, mais c'est des morceaux, c'est pas des petits arbrisseaux, ces arbres qui seraient comme les flammes qui sortent de ce missile, quoi, voilà. Mais et puis il y a aussi d'autres choses assez primitives, avec des traverses en bois énormes, etc., qui font penser un peu au travail de Brancusi aussi, voilà. Et donc oui, là il y a là aussi. Alors c'est beaucoup plus pas réaliste, mais c'est plus comment dirais-je, plus humain, si on peut dire ça comme ça. C'est plus à la portée de nos mains et de nos têtes, mais c'est aussi absolument fantastique. Il y a un choc là esthétique encore une fois dans ces représentations avec ces bois bruts, avec ces morceaux de ferraille qui est assez bouleversant. Donc il y a ça, et il y a à côté ce qu'elle appelait le laboureur, où là il y a même une figure humaine qui est à cheval sur une espèce de socle de charrue. Oui, tout à fait. Voilà. Non, c'est bon, voilà, j'espère qu'on vous a donné envie d'y aller. En tout cas, pour moi, c'est une exposition incontournable, tant parce que se retrouver dans le musée Bourdelle, ça reste fantastique, et cette découverte est vraiment majeure. Et c'est une opposition en même temps, parce que Bourdelle, il n'y a pas plus réaliste, quoique dans ces sculptures monumentales, c'est figuratif, c'est sûr, mais c'est pas très réaliste, mais je dirais même que c'est surréaliste. Mais enfin, c'est figuratif quand même, c'est une sorte de classicisme moderne, mais enfin, il aurait pu concurrencer tout à fait ce grand sculpteur, Michel-Ange, quoi. Je crois que Michel-Ange n'a jamais fait des trucs aussi énormes, d'ailleurs. Ouais, enfin, c'est pas tapé. Michel-Ange lui tapait dans le marbre avec un ciseau et puis un maillet.
là, c'est d'abord un plâtre qui après est fondu en bronze, mais quand même, c'est assez, voilà. Alors on a Bourdelle dans ses... Et d'ailleurs, il y a une photo de lui au début des salles consacrées à Bourdelle. On voit le pépère, mais alors, qui n'a rien à voir avec la monumentalité de ces sculptures. On dirait un petit pépère, là, voilà, avec des grolles, avec une couronne de laurier c'est un espèce de jock, voilà, comme ça. Mais, en même temps, si vous voulez, le choc visuel de ces deux immenses artistes, ça quand même, ça pourrait donner de la sculpture, c'est une synthèse en quelque sorte, voilà, où la sculpture est et où elle va. Elle va avec cette artiste polonaise et elle est avec Bourdelle. Mais voilà, c'est le choc de ces deux expressions plastiques est assez extraordinaire. Voilà. Ouais. Et alors même effectivement, nous, c'est pas ces œuvres monumentales qui nous font le plus vibrer. Non. Après, dans le petit jardin, il y a des œuvres de taille plus petite, l'éloquence, la liberté. Sauf voilà. le canasson. Voilà. Et par contre, dans ce premier petit jardin, il y a aussi une œuvre de Magdalena Abakanowicz qui est un bronze, un torse qui a été coulé dans le bronze, quoi. Ouais. Bon, je trouve que moi, ces toiles de jute, pour moi, sont beaucoup plus fortes. Enfin, moi, je suis beaucoup plus sensible à la toile que au bronze. Donc, mais ça commence effectivement par ce torse-là, quoi. Rozszumiały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos. Poblesk oczy podniosła błyszczące, na żołnierski, na twardy życia los. Na żołnierski, na twardy życia los. Nie ślijcie wierzby nam, żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzance nie jest źle. Do końca grają nam armaty stenu swej. Śmierć kosi niby ma, lecz my nie wiemy, co to lęk. Czy to deszcz, czy słoneczna spiekota, będzie słychać miarowy ruchny krok. To na bój idzie leśna piechota, na ustach śpiew, spokojna twarz, wesoły wzrok. na ustach śpiew, spokojna twarz, wesoły wzrok. Nie ślijcie wierzby nam, żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzance nie jest źle. Do końca grają nam armaty stenu wszej. Śmierć kosi niby ma, lecz my nie wiemy, co to lęk. Grają nam armaty stenu wszczeń. Śmierć kosi niby ma, lecz my nie wiemy, co to lęk. Alors, c'était Triste bruissement des prairies par les partisans de Pologne. Alors, les expositions. Donc, Magdalena Abakanowicz, La trame de l'existence au musée Bourdelle, c'est jusqu'au 12 avril. L'École de Paris, collection Marek Roeffler au musée de Montmartre jusqu'au 15 février. Donc, l'occasion de voir la collection de ce collectionneur polonais, donc avec beaucoup d'artistes justement polonais à découvrir aussi. Niki de Saint-Phal, du Buffet Destin Croisé, c'est à la Fondation du Buffet jusqu'au 13 février. MC Escher à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Philippe Guston au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Les impressions Nabi, c'est terminé. Georges Delatour au musée Jacques Marandré jusqu'au 25 janvier. Georges
Kondo au Musée d'Art Moderne jusqu'au 8 février. Pekka Alonen, un hymne à la Finlande au Petit Palais jusqu'au 22 février. Et la galerie Kaléidoscope, paysages disqualifiés, paysages retrouvés jusqu'au 31 janvier. Mais je crois que j'ai dit une bêtise, les impressions Nabi sont prolongées en fait, je crois jusqu'au mois de mars. Et c'est vraiment pour moi aussi une exposition à ne pas manquer. Le culturel de la semaine, Robert. Oui, alors j'ai regardé, c'était hier, un film sur, je crois qu'il s'appelle Varsovie, mais c'est en polonais, enfin je peux pas le prononcer, je suis un gros nul en polonais. Enfin bon, c'est consacré à l'insurrection, si vous voulez, qu'il y a eu à Varsovie à la fin de l'occupation allemande de la Pologne. Les Russes devaient participer à cette libération de Varsovie, mais ils ont attendu, comme des faux culs, que toute la résistance polonaise se fasse quasiment massacrer, qui avait évidemment qui s'était insurgé, voilà, en espérant que les Russes allaient leur donner un coup de main, mais que dalle. Les Russes, sur l'ordre évidemment du petit père des peuples Staline, là, le petit père meurtrier des peuples Staline, voilà, qui a bien fait, qui a attendu que la résistance intérieure polonaise soit bien émasculée pour intervenir. Mais c'est le destin de deux jeunes Polonais, un garçon et une fille. On peut pas, c'est difficile de dire que c'est une histoire romantique, mais bon, parce que tout ce film, c'est une tragédie. Il y a ces résistants, aussi bien juifs, chrétiens que juifs, aussi bien chrétiens comme la plupart des Polonais, où il y avait aussi quelques résistants de confession juive, voilà. D'ailleurs, c'était dans ce film, on évoque bien sûr aussi la Shoah, dont les Juifs de Pologne ont le plus souffert. Et puis, mais les Polonais aussi n'étaient pas beaucoup mieux traités, à part qu'on les mettait pas au four, que les Polonais de confession juive, bref. Et donc, la trame de ce film, c'est ce parcours dans la résistance et dans l'insurrection de Varsovie de ces deux jeunes gens. Voilà. Et c'est vraiment, c'est vraiment un film polonais, un peu comme, moi dans ma tête je fais un rapprochement avec cette sculptrice. Voilà, il y a cette dimension tragique de la Pologne, parce qu'on peut dire que que le XXe siècle pour la Pologne c'était une tragédie, quoi, parce que les Allemands en ont fait une loque, voilà. Alors les Allemands et les Russes, parce que les Russes ont décimé toute l'intelligentsia polonaise, et les Allemands carrément les civils, et particulièrement aussi la communauté juive polonaise. Voilà. Donc c'est vraiment, mais ces deux petites lumières dans ce tableau tragique de cette jeune fille et de ce jeune garçon, c'est quand même, ça permet de supporter plus ou moins la vision d'horreur de la Pologne martyrisée par ces deux puissances dictatoriales, quoi. Ouais. Alors moi c'est vrai qu'un peu on est en immersion sur la Pologne. J'ai regardé une série sur Arte qui s'appelle Criminel et qui est une série polonaise, donc c'est un thriller en 6 épisodes qui est très, on se laisse prendre parce que c'est bien fait, mais on se retrouve en Pologne, mais dans les années aujourd'hui, hein, c'est actuel. Et j'avais écouté un podcast il y a 1 ou 2 semaines justement sur une femme qui a été vivre dans la forêt primaire. On sait que c'est la seule forêt primaire qui reste en Pologne, et donc une femme qui s'est passionnée pour la forêt primaire, une polonaise, et qui vivait là. Donc moi j'aime bien quand il y a convergence comme ça un peu partout, qu'on se retrouve en immersion dans un pays, quoi. Et tout de suite sur Radio Soupente, la station de Rapin, 100 fois 100 et 100 closettes, émettant depuis un Garnu, diffusant sur internet arracaille.fr. Le salut à nos Saminches, Claude et André de la Nation. Claude et William, nos potes de Brest, la croisette, ses palmiers, sa chaleur insoutenable. Enfin bon, pour bronzer, allez à Brest. Jean-Paul Souverain, un grand peintre de Schnorr,
qui gîte à coups de kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, une copine à ma camarade de combat Piquet-Coup, et qui partagent toutes les deux la même attirance et la même, oui, pour l'art en général, voilà. Je vais simplifier parce que, bon, avec mon baragouin, il y a déjà la moitié de ceux qui écoutent qui sont perdus. Ouais, faut pas qu'on perde tout le monde, hein, faut qu'on tienne. Tenez bon, les loulous. Tenez bon. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, trois potes qui font dans la barbouille. Et pour Corinne, dans la tapisserie, une grande tapissière. Anne-Emmanuel, une grande peintre et illustratrice. Et Frédéric, un aquarelliste petit format, toute croquignolet. Juliette Planck, une graveuse de renom, une grande professionnelle de la taille d'épargne, et pas que, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, où elle ouvre son atelier à des clampins qui ont envie de se couper les doigts en gravant le bois, le lino, ou en gratouillant le cuir, voilà. Moyennant finance, évidemment, parce que vous savez que les artistes graveurs, comme les artistes peintres, et encore pire les artistes sculpteurs, eh bien, ça ramasse pas beaucoup de monnaie. Alice Amoroso, une très jeune artiste qui grave aussi, mais une passionnée, une engagée politique, voilà, pour la Palestine, entre autres. Et Raoul Viloula, un de ses compagnons, voilà, qui est aussi un grand graveur et qui peint aussi. Colette, Jacqueline, deux veuves, elles-mêmes maintenant passées de l'autre côté de la barrière, qui sont les veuves pour Colette de Odon, un plasticien génie, et pour Jacqueline, Raymond Imbert, le maillon manquant entre la figuration et la faction. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar dont il ne reste que Laurence, Liliane et l'emprise Trimard, et Geneviève, notre sorcière bien-aimée, hélas aujourd'hui disparue, mais dont on chérit toujours aussi le souvenir, la rousse flamboyante, une chroniqueuse d'une radio Omni, et qui anime 3 émissions sur cette radio Omni le mercredi après-midi, à destination des enfants et de leurs parents. Étant ancienne institutrice, elle a de quoi faire, et le fait sûrement très bien. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bon-Marlotte, dont on rappelle l'existence et le talent sur cette radio depuis des années, car nous avons découvert son travail sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte à Bon-Marlotte, tenue par Florence Quenu, une ancienne de la fondation du Buffet. Dominique Polladardon, une galériste, hélas, elle aussi, aujourd'hui disparue, et dont on chérit bien sûr le souvenir, parce que on a découvert avec elle que les galéristes n'étaient pas tous des gens antipathiques, loin de là. En tout cas pas elle. Ni Marie Dognaud d'ailleurs, qui anime la galerie Kaléidoscope, et dont les 6 messes sont toujours représentent toujours des artistes qui en ont sous le capot. Il y a longtemps qu'on n'est pas allé la voir d'ailleurs, Marie Degnaud. Ouais, c'est vrai. Antoine Manoury de Paname Swing. Il faut que je réponde, Antoine. J'ai reçu, il a fait un petit mail collectif pour envoyer ses vœux d'une manière un peu rigolote, donc il faut que je réponde, parce que j'ai toujours pas fait. Ça va venir, Antoine, ça va venir. C'est un petit trio, un petit trio jazzy, enfin voilà, mais inconnu du monde entier, sauf de mes camarades, puis c'est déjà quelque chose. Simplement par le net, hein, j'ai jamais eu l'occasion d'aller les écouter sur scène. J'avais un galériste qui me disait, Robert, il suffit qu'il y ait une personne qui s'intéresse à votre travail pour le justifier. Merci, monsieur Fraser. Et Anna Sinowska, une grande peintre polonaise, camarade avec ma camarade de combat, voilà, et qui, de temps en temps, expose ses œuvres qui tiennent, alors là, qui tiennent au mur, c'est le moins qu'on puisse dire.
L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr et on se finit avec Faut vivre de Mélisse Belle. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage de nos terres et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.